Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, bonjour. Nous revoici à notre rendez-vous habituel. Comme nous le savons, nous scrutons les dossiers de la République démocratique du Congo qui ont des aspects géopolitiques et géostratégiques dans la région des Grands Lacs et partout au monde. Aujourd'hui, nous allons parler plus de la géographie politique. Nous allons parler de la montée en puissance de notre armée. En fait, nous allons parler de la montée d'une armée dissuasive. Je préfère le terme, l'épithète dissuasive que la montée en puissance, et on verra pourquoi. Nous allons faire une analyse qui bénéficie d'une attention chirurgicale et nous espérons que ceux qui ont les oreilles pour entendre vont entendre, ceux qui peuvent prendre des décisions seront attentifs à ce que nous allons dire. Et comme c'est une analyse géographique, la géographie politique, nous commençons par définir la République démocratique du Congo. Et nous le savons, notre armée a pour mission, la première mission, c'est de protéger l'ensemble du territoire national. Protéger l'intégrité du territoire et aussi protéger les populations et leurs biens. Et pour protéger l'intégrité du territoire national, il faut d'abord connaître l'étendue du territoire national. Donc, la République démocratique du Congo a 2 345 410 km² de superficie. Donc, la mission des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est de protéger les 2 345 410 km². Nous avons un territoire à ciel ouvert, ayant 9 menaces connues, que nous appelons 9 voisins. Nous préférons, en des termes géopolitiques, de parler de 9 menaces connues, des menaces directes, quotidiennes. Et alors, la question que nous devons nous poser, nous tous, c'est avec quelle armée nous devons répondre à toutes ces 9 menaces, avec quelle armée nous devons défendre l'intégrité du territoire national. Mais pas seulement l'armée. Nous ajoutons une autre donne. Avec quelle police nationale? Souvent, nous parlons de l'armée, nous parlons des FARDC, des Forces armées de la République démocratique du Congo, mais nous oublions de parler de la police nationale congolaise. Les deux structures sont des leviers du pouvoir, des leviers de la souveraineté de la République démocratique du Congo, des leviers de l'intégrité du territoire congolais. Donc, aujourd'hui, nous abordons ces sujets délicats. Notre sécurité et donc la protection de l'intégrité de notre territoire, de la République démocratique du Congo. Avec quelle armée? Avec quelle police? Et comme je l'ai dit, le sujet relève plus de la géopolitique parce que nous traitons des forces de sécurité de notre pays. Et toujours face et au regard des menaces actuelles et futures. Ça fait 30 ans que nous vivons des menaces, qui ne sont d'ailleurs plus des menaces, qui sont même qui sont traduites en actes, des menaces traduites en actes, avec des violations régulières de l'intégrité de notre territoire. Nous parlons du Rwanda, nous parlons de l'Ouganda, nous parlons de la Zambie, nous parlons même de la République d'Angola. C'est des pays qui violent régulièrement l'intégrité de notre territoire. Et nous devons quand même y réfléchir pour savoir avec quelle armée, avec quelle police répondre à toutes ces menaces. Comme je dis, des menaces qui sont devenues des faits réels. Et donc nous disons que dans la géographie politique de notre pays, nous avons la superficie 2 345 410 km² de superficie. Nous avons 10 700 km de frontières avec nos 9 voisins, que nous appelons les 9 menaces. Et ces 10 700 km sont répartis comme suite. Nous avons avec l'Angola 2 511 km de frontières. Avec le Burundi, 233 km de frontières. Avec le Congo-Brazzaville, 2410 km de frontières. Avec le Soudan du Sud, 628 km de frontières. Avec la Zambie, 1930 km de frontières. Avec l'Ouganda, 765 km de frontières. Avec la République centrafricaine, 1577 km de frontières. Avec la Tanzanie, 459 km de frontières.
et avec le Rwanda, 217 km de frontières. Et quand vous faites la sommation, nous avons 10 700 km de frontières. Des frontières à sécuriser, des frontières à protéger et des frontières à défendre. Donc, officiellement et du point de vue sécuritaire, dans l'aspect militaire, il y a 2 corps créés pour cette mission. Nous n'allons pas entrer dans les détails, mais nous retenons seulement qu'il y a 2 corps créés pour cette mission. Nous avons les forces armées de la République démocratique du Congo dans l'ensemble, dans toute sa totalité, dans toute sa compréhension. Mais nous avons aussi au sein de la police nationale congolaise ce qu'on appelle la police des frontières. La police des frontières a une lourde mission, une grande mission, une mission très importante pour protéger, aider les FARDC, aider le gouvernement, aider le peuple congolais à avoir un territoire hérité des pères de l'indépendance, c'est-à-dire dans les limites de 1960. Et nous le savons. Est-ce que c'est à cause de l'immensité de notre territoire? Est-ce que c'est à cause des richesses de notre territoire? Est-ce que c'est à cause de nous-mêmes? Nous avons de très sérieux problèmes sécuritaires avec tous les 9 voisins. Je dis bien tous les 9 voisins. Nous avons des problèmes sécuritaires avec le Rwanda, qui a tendance à déplacer les bornes, et même qui a envahi notre pays, qui occupe une partie de notre pays. Nous avons des problèmes avec l'Ouganda, qui joue un peu au chat et à la souris, tantôt il entre, tantôt il se retire, mais nous avons des problèmes avec l'Ouganda, des problèmes de frontières. D'ailleurs, à l'époque, l'Ouganda tentait de déplacer le lit de la rivière Semuliki pour que la frontière soit un peu déplacée. Et nous avons connu ces problèmes. Pour ceux qui maîtrisent un peu l'Ituri, c'est avec l'île de Rukwanzi. En essayant de déplacer le lit de la rivière Semuliki, on est arrivé effectivement à déplacer l'embouchure, c'est-à-dire là où le fleuve, la rivière Semuliki se jette dans le lac Albert, pour que l'Ouganda réclame une partie de l'île de Rukwanzi. Donc, c'est des problèmes sérieux. Nous avons des problèmes avec la République centrafricaine. De très sérieux problèmes avec la République centrafricaine, notamment au niveau des frontières. Nous avons des problèmes avec le Soudan du Sud. Comment je peux dire? La SPLA, c'est-à-dire la Sudan People Force Defense Army. Non, la Sudan People Defense Liberation Army, l'armée de la libération du peuple soudan. Comme ils ne se sont pas entendus, ceux qui ne sont pas d'accord avec l'actuel gouvernement se sont constitués en milice et ils menacent le nord, notamment les territoires frontaliers avec le Sud-Soudan. Et d'ailleurs, quand vous arrivez dans le Sud-Soudan, pour ceux qui sont déjà arrivés, on remarque qu'on vend des kalachnikovs sur le marché public comme si c'était des cacahuètes. Donc nous avons des problèmes avec les Soudans du Sud parce qu'il y a des rebelles qui ont tendance à envahir le parc de la Garamba. Nous avons des problèmes avec l'Angola. Avec l'Angola, d'ailleurs, ce problème, on n'en parle plus. L'Angola exploite une partie de notre pétrole. On n'en parle pas, on fait comme si nous leur avons cédé. C'est vrai, à l'époque de Mobutu d'ailleurs, et ça il faut le souligner, pour montrer quand un pays est fort, il peut envahir l'autre. À l'époque de Mobutu, il y a des populations congolaises qui se sont retrouvées en Angola et qui ont même monté les drapeaux congolais croyant que c'était le Congo. C'est après la mort de Savimbi qu'on s'est rendu compte, les 2 gouvernements se sont rendus compte que les villages occupés par les populations congolaises étaient des villages angolais. Donc, quand on est fort, on arrive à entrer chez le voisin. Donc, nous avons des problèmes sérieux avec l'Angola, notamment sur l'exploitation du pétrole. Et nous avons aussi des problèmes très sérieux avec la Zambie. Régulièrement, les militaires zambiens entrent sur le territoire congolais. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que tout le monde veut grignoter l'espace au Congo? Donc, bref, nous avons tous ces problèmes avec des voisins. Et la question que nous nous posons, elle est simple. Est-ce que la conception actuelle des FARDC montre-t-elle que l'armée est prête à faire la guerre? Je dis bien à faire la guerre. Est-ce que les FARDC sont prêtes à faire la guerre dans la conception actuelle des FARDC? Cette question elle est fondamentale pour un pays comme le nôtre qui subit 2 types de menaces. Nous subissons
Au simple, la FRDC plutôt la RDC, la République démocratique du Congo, fait face à deux types de menaces. Le premier type de menace, c'est l'envahissement de son espace. Tous les voisins ont tendance à envahir notre espace. Ça, c'est la première menace, ou le premier type de menace. Le deuxième type de menace, c'est le pillage des ressources naturelles. Quand les voisins envahissent notre territoire, ils préfèrent ou bien ils choisissent les endroits où il y a des ressources naturelles. Et donc, on l'a vu avec le Rwanda, je l'ai dit, on l'a vu avec l'Angola, on l'a vu avec l'Ouganda, on l'a vu avec la Zambie. Donc, nous devons répondre à cette question. Est-ce que les FARDC sont prêts à faire la guerre? Pour ceux qui ont étudié l'art de la guerre, ils comprennent faire la guerre signifie quoi? Et la réponse, ça peut nous surprendre. La réponse, elle est non. Les FARDC, dans la conception actuelle, les FARDC ne sont pas prêts à faire la guerre. Pourquoi? Simplement parce qu'on ne s'est jamais préparé à la guerre. Depuis 30 ans, et même plus, on ne s'est jamais préparé à la guerre. Donc notre armée n'a pas été conçue pour mener des opérations, pour une armée d'expansion. Non. Depuis 30 ans, on ne s'est jamais préparé à faire la guerre. Par contre, on subit la guerre. On subit la guerre et les FARDC réagissent lorsque nous sommes attaqués. Dans les académies militaires, on n'a pas encore appris aux FARDC comment attaquer, comment avoir cette stratégie de dissuasion envers les voisins. Et comme on ne fait que subir, on peut donner un exemple facile parce que nous sommes les hommes du terrain, nous partons des exemples. Lorsqu'on prépare les opérations Sokola 1, ces opérations ont été préparées pour une contre-offensive contre les ADF MTM. Mais lorsque le M23 lance son offensive appuyée par la RDF, ce sont les troupes qui étaient commises à lutter contre les ADF qui seront envoyées au front. C'est-à-dire on va simplement déplacer les troupes. Or, parce que lorsque la RDF lance l'offensive qui va aboutir à la chute de Bunagana, c'est deux brigades, une brigade de la RDF, une brigade de l'UPDF et les quelques éléments du M23. Chez nous, nous avons deux régiments s'il vous plaît, et deux régiments qui n'ont pas les mêmes effectifs. Le premier régiment que nous avons a plus ou moins 400 quelques soldats. Le deuxième régiment a plus ou moins 200 soldats, appuyés par l'artillerie, par les blindés de la garde républicaine, qui étaient des blindés, qui ont fait la guerre en 2012, c'est-à-dire des vieux blindés. Et donc, sur le plan des effectifs, nous, on ne pouvait pas vaincre. Parce que nous avions en face deux armées qui appuyaient un mouvement terroriste et nous avions un problème des effectifs. Le temps de prendre les effectifs à Béni pour venir renforcer le front, c'était trop tard. Or, on le sait depuis 1996. Disons depuis 1998, le président Laurent Désiré Kabila avait placé la 10e brigade à l'est, notamment, je pense à Goma, la brigade qui commandait Ondekane. Bien que cette brigade ait trahi, pas toute la brigade, hein, parce que les officiers avaient refusé. Et il y a 37 officiers qu'on a tués à Kavumu, en leur disant, venez à l'aéroport, nous avons une réunion pour préparer l'arrivée des troupes de renfort. Et ils étaient sur le tarmac, on les a tués comme des mouches. Nous sommes le 2 août 1998. 37 officiers FAC, Forces armées congolaises, tués à Kavumu. Et donc, les restes, ils ont accepté, effectivement, de rejoindre le Rwanda sous le label RCD. Et donc, depuis ce temps-là, sachant bien que l'Est de la République démocratique du Congo constitue une zone de menaces réelles, ce n'est même plus potentiel, des menaces réelles, on n'a jamais déployé des troupes aguerries
avec mission de porter la guerre, avec mission de faire la guerre. Nous subissons. Donc voilà pourquoi on doit bien me comprendre. Voilà pourquoi nous disons que dans la conception actuelle de notre armée, il est clairement dit que notre armée n'est pas prête à faire la guerre. C'est-à-dire à porter la guerre sur les territoires étrangers, à porter la guerre sur les territoires ennemis. Et on l'a vu. Pendant 5 jours des affrontements à Goma, nous étions là. 5 jours, les militaires et FARDC se sont battus. Les officiers et les commandants ayant fui. Mais personne n'a eu l'idée de dire entrons au Rwanda, entrons à Gisenyi. Personne n'a eu l'idée de dire portons la guerre chez le voisin. Au contraire, on s'est recroquevillé. On a fait les replis stratégiques. Parce que notre armée n'a pas été conçue pour porter la guerre ailleurs. Pour porter la guerre dans les territoires étrangers, dans les territoires ennemis. Et parce que nous sommes restés avec ces slogans, le Congo est un pays hospitalier. Non. Avec 9 menaces, nous devons changer la conception et la mission de notre armée. Et lui coller la mission de porter la guerre. Porter la guerre au-delà de nos territoires. Lui coller la mission d'avoir cette idée d'expansionnisme, d'hégémonie. Même si nous n'avons pas besoin d'ajouter d'autres parties en disant que nous sommes un pays très vaste, mais nous devons porter la guerre. Nous devons avoir cette mentalité de porter la guerre ailleurs, et à ce moment-là, tous les 9 voisins vont avoir peur de nous. Donc, en clair, il faut changer une armée. Pour changer cette armée, il suffit de la volonté politique. La guerre n'est que la continuité de la politique, sous d'autres moyens. Il faut changer, il faut la volonté politique. Et la volonté politique, on le trouve non seulement auprès du chef de l'État, commandant suprême, mais aussi auprès des généraux, des commandants, des officiers, qui ont pour mission faire la guerre. Et donc, il faut cette volonté politique. Et cette volonté politique, c'est-à-dire pour porter la guerre ailleurs, il faut avoir une armée. Et pour avoir une armée, il faut commencer par le commencement. Le commencement, c'est le recrutement. Et dans le recrutement, il faut la sélection. La sélection qui tient compte, très important, des profils des provinces, des recrues. On nous a appris tous que lorsque les Belges voulaient monter la force publique, ils sont allés recruter chez les Bangala. Ils sont allés recruter chez les Bangala. Parce qu'ils avaient étudié la psychologie du Mongala. Et donc, nous aussi, pour recruter, pour faire la sélection dans notre armée, nous devons tenir compte des provinces, du profil des provinces des recrues. Parce que nous avons cette chance, cette richesse d'avoir toutes les saisons chez nous, d'avoir le climat chez nous. Est-ce qu'on doit recruter dans la savane pour aller faire la guerre dans la forêt? Non. Est-ce qu'on doit recruter dans la forêt pour aller faire la guerre dans la savane? Non. Donc, l'étendue de notre pays, avec tout ce que Dieu nous a donné, est une arme stratégique. Donc la RDC est une arme stratégique. Nous devons considérer qu'avec les richesses naturelles que nous avons, avec le climat, avec l'environnement, la République démocratique du Congo est une arme stratégique. C'est-à-dire qu'on peut former tous les types d'armées, dont les effectifs avec tous les types d'armées chez nous. On peut former des militaires, les brigades de la jungle, on peut former des brigades de montagne, on peut former, tout est chez nous. Nous avons la forêt, nous avons les marécages, nous avons la savane, nous avons tout. Et dans le recrutement, il faut tenir compte de cela. Et puis après la formation, il faut construire une armée. On sait que construire une armée prend beaucoup de temps. Ne demandez pas au président Tshisekedi de vous dire en 7 ans qu'il a construit une armée. Totalement, non. C'est petit à petit, brique par brique. Donc il faut construire une armée. Et construire une armée, il faut former la jeunesse. C'est dans la jeunesse qu'on construit l'armée. Il faut donner à la jeunesse le goût
susciter le goût d'aimer la tenue militaire, d'aimer le pays à travers les armes. Regardez la polémique aujourd'hui. J.B. Ouera, Joe Kakabenge. Et c'est porté par des communicateurs, c'est porté par des journalistes. Alors que le pays a de sérieux problèmes. Nous avons des problèmes de constitution, nous avons des problèmes, un pays agressé, nous avons tous les problèmes possibles. Mais aujourd'hui, à chaque fois que nous sommes concentrés sur des problèmes réels du pays, des musiciens viennent nous distraire. Et ça crée la polémique. Tantôt c'est la femme de tel musicien, tantôt c'est l'enfant de tel musicien, tantôt ceci, cela. Et ça c'est très dangereux pour un pays qui a des priorités. Et si les musiciens veulent nous distraire, parce qu'après vous entendrez, non, le chef de l'État nous a reçus, le chef de l'État a fait ceci, le chef de l'État nous a donné l'argent. Ce n'est pas le rôle du chef de l'État de recevoir des musiciens qui créent des polémiques inutiles, alors que nous avons besoin de l'union, nous avons besoin de nous concentrer. C'était une parenthèse. Donc il faut créer des vocations dans la jeunesse. Et quand on recrute, il faut construire des casernes. Posons-nous la question, en 30 ans, depuis le départ de Mobutu, nous avons construit combien de casernes? Et les casernes existantes, elles sont dans quel état? On ne peut pas recruter sans construire des casernes, sans donner les moyens humains aux troupes. Nous sommes un pays de plus de 100 millions d'habitants. Le 1% de 100 millions, c'est 1 million. Donc nous devrions avoir le minimum, 1 million comme effectif dans l'armée, au regard de l'étendue de notre territoire. Vous avez appris, les États-Unis veulent envoyer 5 000 hommes, 50 000 hommes. Et nous sommes incapables d'envoyer 50 000 hommes au front. Donc, c'est des problèmes très sérieux. Et nous devons aussi avoir la politique de dégagement des effectifs. Ceux qui sont plus âgés, ils partent. On les met à la retraite, bien sûr, dans des conditions acceptables, dans des conditions humaines acceptables. On leur donne les allocations de fin de service, de fin de carrière. On ne peut pas avoir dans une armée des militaires qui ont plus de 65 ans. S'ils sont retraités et récupérés comme la réserve, là c'est une bonne chose. Mais s'ils sont en fonction, 70 ans un militaire en fonction, il peut faire quoi? 60 ans un policier en fonction, il ne peut pas résister devant la jeunesse. Parce que n'oublions pas, en pédagogie, on nous dit le quotient intellectuel égale l'âge chronologique est équivalent à l'âge mental. Donc, à un certain âge, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ne demandez pas à un militaire de 60 ans de courir, d'aller à Kibomango. Et nous avons d'ailleurs une mauvaise jurisprudence. Lorsque Goma tombe, les 5 généraux qui sont à Goma ont tous plus de 65 ans. Et la conséquence, c'est quoi? Ils ont fui avant. Ils ont abandonné les troupes. Parce qu'à 65 ans, on ne va pas faire la guerre. Et donc, nous avons ça. Parce que lorsque vous avez des jeunes, ils écoutent les caporaux stratégiques, c'est-à-dire les soldats de rang. Les soldats de rang vous disent comment ils font la guerre, qu'est-ce qui manque chez eux, qu'est-ce qu'il faut pour faire la guerre. Mais si vous avez un général qui s'installe dans une villa à Goma, qui va au front 2 fois par semaine, comment il saura ce que pensent les caporaux stratégiques? Il ne saura rien, il ne comprendra rien de la guerre. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Et nous avons aussi des tenues militaires. La discipline est la mère des sciences. On voit des militaires, on leur dote des tenues, mais le lendemain, les militaires vont chez les tailleurs, ils réduisent à la taille de leur corps. Mais ça c'est le manque de discipline. Parce que lorsque vous allez au front dans une forêt, vous êtes obligé à sauter, à écarter les jambes. On n'écarte pas les jambes avec une tenue qui vous serre au corps. Ce n'est pas pour rien qu'on amène des tenues comme ça. Et les militaires ne doivent pas
s'habiller comme un jeune homme, serrer, tout ça, ainsi de suite. Au front, les godillots sont très importants par rapport aux bottines. Or, nos militaires n'aiment pas les godillots. Les bottines ne résistent pas au front. Posez la question à tous les militaires FARDC qui ont été au front. Par rapport au climat, vous envoyez des militaires recrutés au Congo central, au Bandundu, au Kasaï. Vous les amenez au front dans les massifs. Dans les massifs, si la température est de 0, 3, 4, 5 degrés, vous ne leur dotez pas des tenues appropriées à ces climats-là. Mais le premier ennemi des militaires, c'est le froid. Il grelotte. Alors que l'ennemi que nous combattons depuis 30 ans, il vit là-bas, il est né là-bas, il vit là-bas, il s'est adapté à ces climats. Donc voilà des choses que nous devrions corriger si nous voulons avoir une armée prête à faire la guerre. Parce que la guerre est une chasse de l'incertitude. La guerre, c'est un saut vers l'inconnu. Un saut vers l'inconnu dont l'issue n'est pas toujours connue. Et donc, on doit prendre toutes les précautions d'usage. Et l'issue de la guerre n'est jamais connue. L'AFDL a fait 6 mois pour arriver à Kinshasa. 2 ans après, dans la folie du Rwanda, il crée le RCD. Il dit, c'est un mouvement de rectification. Nous ferons 3 mois. Ils ne sont jamais arrivés à Kinshasa. Et après, nous avons l'AFC qui dit, d'abord, nous serons à Kisangani demain, nous serons à Kinshasa. Parce que la guerre, c'est des surprises. La guerre, c'est un saut vers l'inconnu. On sait comment commence la guerre, on ne sait pas comment elle finit. Et donc, il faut bien se préparer. Et il faut savoir pour notre pays que Paul Kagame ne deviendra jamais congolais. Paul Kagame ne deviendra jamais congolais. Et il faut se poser maintenant la question, puisqu'il ne deviendra jamais congolais, quelle est la finalité de la guerre qu'il mène chez nous? Et nous revenons aux 2 axes, aux 2 réponses que nous avons données tout à l'heure. L'expansionnisme, occuper nos territoires et piller nos richesses. Mais pour cela, il faut chercher des marionnettes. Il faut chercher des débiteurs. Parce que lui, c'est un créditeur. Voilà pourquoi, pendant 30 ans, le Rwanda de Paul Kagame recycle la même stratégie. Créer une rébellion, recruter des Congolais, mettez-les au devant de la scène, piller les ressources et grignoter l'espace. Donc, lorsque nous comprenons cela, mais nous prenons des dispositions utiles pour que, à l'avenir, à la moindre escarmouche, nous sautons sur lui. Et pour faire cela, nous devons être préparés à faire la guerre et non à la subir. Et donc, pour être préparé à faire de la guerre, il faut avoir de l'audace et du courage. Et pour les militaires, le courage s'appelle la bravoure. L'audace et la bravoure pour une armée. Et enfin, un autre point, le renseignement. Le renseignement, creuser. Parce que dans les renseignements, nous avons l'anticipation, nous avons la patience stratégique. Mais ce renseignement-là, je lisais un livre qui disait ceci, on pose la question au chef d'état-major de l'armée israélienne, mon général, s'il vous était demandé d'aller dans une île inconnue en tant que commandant de l'armée israélienne, qu'est-ce que vous prendrez pour aller là-bas? Le chef d'état-major de l'armée israélienne répond sans hésiter à la question de la journaliste. Je partirai avec mon chef de renseignement, même sans armes. Je partirai avec mon chef de renseignement. On ne peut pas faire la guerre sans renseignement. On ne peut pas protéger un État sans renseignement. Et donc le renseignement passe même au devant de tout. Les renseignements, ce n'est pas ce qu'on raconte dans les réseaux sociaux.
on arrête tel général dans les réseaux sociaux, on les libère, on l'arrête. Ça aussi, c'est détruire le moral des troupes, détruire le moral du général. Il est normal qu'on interpelle un officier supérieur. Et jouissant de la présomption d'innocence, il n'est pas normal que toutes les interpellations soient mises sur ou dans les réseaux sociaux. Et lorsqu'on a interpellé le général Kabi, on a dit tout le mal de lui. Et aujourd'hui, tous ceux qui l'ont injurié, comment ils vont corriger? Ils vont demander pardon? Mais c'est un humain. Il n'a pas un cœur de pierre. Donc ceux qui donnent des informations de notre armée pour que ça soit mis sur les réseaux sociaux, ils doivent arrêter. S'ils n'arrêtent pas, on doit les arrêter. Parce qu'une interpellation fait partie de la vie. L'interpellation ne signifie pas que vous êtes coupable. Vous jouissez de la présomption d'innocence. Et quelqu'un qui a été interpellé, surtout un haut responsable, on ne peut pas les vilipender sur les réseaux sociaux. C'est une parenthèse. Mais comme je disais, le renseignement, on l'obtient de qui? Le renseignement, on l'obtient de la population. Alors il faut préparer l'environnement opérationnel en amenant la population à accompagner l'armée dans la guerre. On ne fait pas la guerre contre les armes. On fait la guerre dans un espace où il y a la population. Et il faut préparer cet environnement pour que la population puisse accompagner l'armée dans la guerre. La résilience que nous observons dans nos populations, dans nos frères et sœurs de l'Est, nous devons capitaliser. Le gouvernement, l'État doit capitaliser cette résilience. Parce qu'il aura suffi de rien, toute cette population commence à applaudir l'agresseur. La population souffre, mais elle résiste. Et cette résilience doit être capitalisée. Parce que l'information, on doit l'obtenir de la population. Et donc, je terminerai pour aujourd'hui, parce que notre émission a deux volets. Le premier volet, c'est ça. Je vais terminer par la police des frontières. Parce que j'ai dit, il y a deux corps sur lesquels le gouvernement doit se pencher, sur lesquels le gouvernement doit compter, parmi tant d'autres, pour sécuriser nos frontières, pour protéger l'intégrité du territoire. Après l'armée, nous avons la police des frontières. Son rôle, c'est de gérer c'est pour une gestion intégrée des frontières. Donc, c'est une unité créée pour verrouiller nos limites. Il y a des officiers qui ont été formés, même en Europe, qui sont au garage à la police nationale congolaise. Des officiers formés comme officiers de police des frontières, qu'on n'utilise pas. Ils existent. On n'est pas ici pour les citer. La police des frontières a pour mission de gérer professionnellement nos frontières. Gérer professionnellement nos frontières. Parce que nous parlons chaque jour de la porosité accrue des frontières. Or, la porosité accrue des frontières facilite l'infiltration, facilite la contrebande, facilite le banditisme transfrontalier. Ceux qui vivent aux frontières, notamment à Kasindi, à Beni, à Mahagi, à Aru, et même à Bunagana, ils comprennent ce qu'on appelle le banditisme transfrontalier. On tue en Ouganda, on se réfugie au Congo. On tue au Congo, on va en Ouganda. Et il n'y a que la police des frontières qui peut essayer de résoudre ces problèmes-là. La gestion professionnelle de nos frontières. Et nous devons relever ces défis parce que depuis 1996, nous avons dans la création de notre armée, nous avons la juxtaposition des loyautés diverses et divergentes. Qu'est-ce qu'on appelle juxtaposition des loyautés? Une armée formée au Rwanda a la philosophie du Rwanda.
et jouit de la loyauté rwandaise ou du gouvernement rwandais. Une armée formée au Congo a la philosophie du Congo et jouit de la loyauté du gouvernement congolais. Mais nous avons la juxtaposition des loyautés. Quelqu'un qui a été formé dans une armée étrangère, lorsque son officier, le chef de CI l'appelle, s'il est rwandais, vous croyez qu'il va refuser de prendre l'appel? S'il est ougandais, il va refuser. Mais il faut former, l'armée c'est un corps. Il faut un lavage. Regardez ce qui se passe à Goma. Aussitôt que le M23 prend Goma, on prend des gens par force, on les amène à Rumangabo pour la formation idéologique. Et ils appellent ça proprement la formation idéologique. Mais en réalité, c'est le lavage des cerveaux. On leur apprend à ne pas aimer la République démocratique du Congo, à ne pas aimer les institutions. Donc c'est ça la juxtaposition. Et ces gens-là, lorsque, dans les accords de Doha, vous dites, déversons-le dans les FARDC. Mais ils viennent avec une loyauté étrangère. Parce qu'ils savent qu'ils seront des colonels, ils seront des généraux, ils seront des majors. Grâce à ceux qui les ont formés, qui ont mis leur nom dans l'OG, l'ordre des grades. Et donc, il faut tout faire pour que l'armée, la juxtaposition des loyautés s'arrête. Dès qu'on a fait 5 ans dans l'armée, les FARDC, on ne peut plus dépendre d'une armée étrangère, même si on a reçu la formation là-bas. « 96 nous a amené la juxtaposition des loyautés, mais 96 nous a amené aussi l'ouverture de nos frontières. Aujourd'hui, on entre, on ressort, parce que nous avons hérité de 96 des choses qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas hériter. Alors, conséquence, nous disions ici, la mort de la police de frontières, alors qu'il y a une réforme sur la police, et notamment la réforme de 2013. L'unité police de frontières a été éparpillée, on a recruté d'autres personnes. Ce n'est pas normal. On doit recenser tous ceux qui ont été formés comme policiers de frontières. Exactement aussi comme dans la LENI. Donc, nous disons, la mort de la police de frontières a pour autre conséquence les pillages de ressources naturelles, les zones grises, l'agression régulière, le dépeuplement des populations pour être repeuplées. On connaît le problème. Lorsque nous parlons des réfugiés congolais qui sont au Rwanda, on pose la question au Rwanda, à ces réfugiés, vous voulez retourner au Congo? Vous êtes des Congolais? Oui. Donnez le nom de votre village, Massissi. Nom des parents, Massissi. C'est ça le repeuplement des populations qui ne sont pas congolaises. Et donc, nous devons, dans la formation de notre armée, avoir cette notion d'une armée créée, montée, formée pour faire la guerre. Et si nous ne l'avons pas encore mise dans la tête, c'est le moment. Mieux vaut tard que jamais. Mettez cette idéologie dans la formation de nos militaires, dans la formation de notre police, que les FARDC doivent être une armée formée pour faire la guerre. Pour mener la guerre, Rome a mené la guerre jusque là où Ponce Pilate était, chez Jésus. Ponce Pilate était le gouverneur militaire, représentant. C'était les Johnny Luboya. Ou vous voulez, c'était les Évariste Kakule Somo, le gouverneur militaire de l'Ituri. Bon, parce que là, l'Ituri et le Nord Kivu, c'est des territoires congolais. Mais Ponce Pilate était gouverneur militaire qui dépendait totalement de Rome et il dirigeait là-bas, en Israël. Chers téléspectateurs, chers internautes, le premier volet de notre émission d'aujourd'hui, de notre partage d'aujourd'hui, je vous avais dit que c'était plus de la géographie politique.
Mais on ne peut pas parler de la géographie politique sans inclure la géographie militaire, sans inclure la géopolitique et la géostratégie. Nous allons nous arrêter là pour cette première partie parce que l'émission a 2 parties. Nous continuerons la deuxième partie la prochaine fois. Si vous avez aimé, likez, partagez les coulisses RDC TV, envoyez-nous vos suggestions, envoyez-nous vos remarques parce que nous voulons vous donner une nourriture saine pour que nous puissions comprendre les menaces et comment faire face aux menaces que nous subissons et qui sont devenus des actes concrets depuis 30 ans. Il est temps qu'ensemble, nous puissions réfléchir sur notre pays. Et l'armée est la colonne vertébrale de notre nation. Toutes les analyses sur l'armée, les analyses, les bonnes analyses, les vraies analyses, nous devons les faire parce que la science militaire n'est plus l'apanage seulement des hommes en uniforme. Elle est aussi devenue l'apanage des enseignants, des journalistes, mais des vrais. Chers téléspectateurs, chers internautes, chères téléspectatrices, merci, le rendez-vous est pris pour la prochaine. Portez-vous bien et à nous revoir.